Salut à tous, chers potes, chers amis, chers camarades, on est sur notre 3e épisode de La Gauche en PLS. Donc qu'est-ce que c'est que La Gauche en PLS ? C'est un super podcast avec 2 animateurs incroyables, j'ai même envie de dire sensationnels, qui sont Mehdi. Eh bien c'est bien moi, bonsoir à tous, Voilà. À toutes et à tous. Mehdi qui sera le supporter de Macron et moi-même, donc votre humble serviteur qui supportera plutôt le camp de Mélenchon, évidemment. Alors aujourd'hui c'est un moment un peu spécial parce qu'on teste un nouveau truc, on teste de faire un live sur Facebook, genre un peu comme si on était à la radio, comme si on allait dire des choses en direct et que ça allait être formidable. Je crois qu'on peut voir vite fait les gens qui nous regardent et je crois que, chose incroyable, il n'y a personne qui nous regarde en ce moment si ce n'est une personne qui doit être nous-mêmes. Mais qu'importe, ça n'est que le début d'une folle aventure. De toute façon, c'est la culture de l'innovation, cher notre président, que nous mettons en œuvre. Exactement, la culture de l'innovation, la technologie, la Startup Nation, c'est ça qui est bon chez nous. Voilà, alors, cette Startup Nation, Mehdi, il paraît que ça fonctionne très très bien en ce moment. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le deuxième point de aujourd'hui ? Ah oui, donc ça, ce sera notre premier sujet de débat. Donc merci d'abord d'avoir lancé avec autant d'énergie ce live. Et cette grande première historique qui restera sans doute dans les annales du Facebook Live. Exactement. Alors donc le premier sujet de débat que nous voulions aborder est donc un sondage de l'IFOP qui est sorti dimanche dernier. Et donc l'IFOP, qui aime bien poser des questions qui ne se posent pas, a demandé donc aux électeurs, en tout cas aux sondés, ce qu'ils voteraient si le premier tour de la présidentielle avait lieu dimanche dernier. Alors les résultats ils sont assez intéressants. Donc si le premier tour de la présidentielle avait lieu dimanche dernier, nous aurions eu a priori donc en premier Emmanuel Macron avec 28% des voix. Ensuite Marine Le Pen avec 21,5%. On voit sûr que les sondages sont extrêmement précis. En numéro 3 nous aurions eu Jean-Luc Mélenchon à 18%. Et ensuite donc François Fillon à 15%. Enfin Benoît Hamon à 7%. Et après donc les candidats entre guillemets, des petits candidats sans leur faire injure qui arrivent ensuite derrière. Donc, alors ce sondage, il est assez intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, c'est que ce qu'on peut constater, c'est qu'il semble y avoir un transfert de voix entre François Fillon et Emmanuel Macron. Donc là, je vais apporter de l'eau à ton moulin. Thomas, il semblerait effectivement que Emmanuel Macron morde sur l'électorat de droite donc de François Fillon. Comme c'est étonnant, c'est incroyable ça, qui l'aurait cru ? Mais attention, la deuxième vague arrive. Ce qu'on remarque, c'est qu'à gauche, personne n'en profite, puisque Marine Le Pen reste sur son socle à peu près du premier tour, malgré effectivement les difficultés qu'elle a pu connaître depuis. Et donc Jean-Luc Mélenchon s'essouffle un petit peu, puisque à 18,5, il a fait il avait fait au premier tour 19, donc c'est à peu près sur les mêmes eaux. Mais surtout, ce qui est inquiétant pour lui, à mon avis, c'est que il est considéré comme l'opposant numéro 1 à Emmanuel Macron. Ouais. Premièrement. Deuxièmement, il a été, on va dire, à la pointe de la lutte, notamment contre la loi travail. Oh, quelle lutte ? Il n'y a pas une vraie lutte, c'était plutôt une lutte de défaite, mais oui. En tout cas, il a porté l'opposition. À cette loi, il a été assez spectaculaire. On peut se rappeler par exemple de son opposition à la baisse des APL, où il avait sorti donc, un paquet de courses à l'Assemblée. Ouais. Bref, il a réussi à exister, à faire des choses en opposition à Emmanuel Macron. C'est vrai qu'il a mangé le pas aux socialistes, clairement. Aujourd'hui, le Parti socialiste arrive absolument à ne rien faire et c'est Mélenchon qui aujourd'hui a gagné le prix de la gauche ou le candidat de l'opposition. Bah oui, sauf que manifestement en termes de sondage ça ne se mesure pas, on observe même un petit tassement, et deuxièmement donc ça n'affaiblit pas plus que ça le candidat socialiste. Après vous me direz il était tellement bas que de toute façon il ne pourra pas faire pire. Mais surtout le problème c'est que est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que l'opinion ne commence pas à se lasser de Mélenchon ? Alors, est-ce que, voilà, ça c'est des questions... Je voudrais répondre à ton sondage. Bon, d'abord, ce sondage, première chose qu'on regarde quand on a un sondage, c'est de qui il est fait. Il est fait par l'IFOP. Et si je ne m'abuse, l'IFOP est tenu en partie par Par ISO, ouais. Par ISO, voilà. Par ISO, ancienne patronne du MEDEF, personne de droite, évidemment. Qui n'est pas la pire, franchement. Qui n'est pas la pire de droite, non, juste ancienne patronne du MEDEF. C'est pas forcément les pires. Les gens du MEDEF, il y en a des biens. Comme les prêtres, comme plein de choses. Bref, donc c'est l'IFOP, et comme beaucoup d'instituts de sondage, c'est quand même des instituts de sondage qui sont de droite et qui suivent une politique un petit peu à droite. Deuxième chose, je voudrais savoir combien il y a de personnes qui ont été interrogées sur ce sondage. Est-ce que tu as des chiffres ? Oui, alors pour répondre très brièvement, c'est 1000 personnes selon la personne, selon la méthode des quotas. La méthode des quotas issue des partis ? Non, la méthode des quotas, c'est-à-dire pour selon l'âge, très brièvement, ouais. C'est par âge et catégorie socio-professionnelle. Par âge et par catégorie socio-professionnelle. Juste
pour refaire un petit aparté, ce qu'on a mesuré lors des dernières élections, c'est qu'ils s'étaient plutôt pas trompés en général. C'est vrai, mais c'est vrai. Bon, écoute, je ne sais pas. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un autre sondage qui est sorti le 22, donc c'est-à-dire avant-hier, qui est dans Ouest France, vous pouvez voir. La popularité de Emmanuel Macron perd 3 points, et celle de son Premier ministre, Édouard Philippe, perd 1 point. Et celle de Mélenchon gagne 1 point. Voilà. Juste pour savoir, c'est... Alors, qui le fait, ce sondage? Non, c'est pas qui... Enfin, oui, c'est aussi l'IFOP et le Journal du Dimanche. Comme quoi, donc, la manière de présenter les choses est un petit peu différente. Et comme quoi, surtout, donc, ce que tu disais sur l'IFOP, dont tu remettais en cause la déontologie, n'est pas forcément vérifié dans ce sondage. Mais petite chose, en fait, ce qu'il faut voir, à mon avis, sur ces évolutions de popularité, n'est pas forcément la dynamique, même si elle est importante. Ouais. Mais c'est surtout de mesurer l'écart entre la popularité qui est mesurée et le score au premier tour. Parce que, en fait, au premier tour, c'est là qu'il a réuni, on va dire, ses soutiens. Ouais. Et donc, si, par exemple, il a, je sais pas, il faudrait voir le chiffre, s'il est par exemple à 30% ou à 35%, il est déjà au-dessus de son socle. Non, de ce que dit cet article, en tout cas, c'est qu'il baisse par rapport à ce qu'il avait et qu'il est à peu près dans les mêmes eaux que François Hollande à 6 mois. Il est au-dessus de... Enfin, voilà. Voilà, moi je n'y crois pas trop à ce sondage. J'ai le sentiment que la population n'aime pas ce président. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est moi qui ne vois que les tweets des gens qui pensent comme moi sur Twitter ou sur Facebook. Et j'ai du mal à croire ce sondage. Mais tant mieux pour ton président si c'est aussi le tien. Oui. Mais juste pour terminer sur ce sujet rapidement. En fait, le gros problème pour moi, il n'est pas tellement dans ce que... Enfin, pour moi ça me convient, puisque je suis plutôt macronien, donc je vois qu'il n'y a pas d'affaissement de son électorat. Mais ce qui est surtout très important, à mon avis, c'est pour l'opposition dite de gauche, parce qu'il n'y a absolument aucune dynamique qui s'est enclenchée. Oh, c'est pas vrai. La dynamique de Mélenchon, pour moi, elle s'est enclenchée. Ils sont considérés comme les premiers opposants, et il y a vraiment, pour moi, il y a un ancrage à gauche, au front de gauche, et à la France Insoumise, qui est bien plus clair. Voilà. Moi, je m'inquiète de leur capacité à transformer l'essai. Je me demande si on n'a pas vécu le chant du cygne de Mélenchon en 2017. Je crois absolument pas, et je pense qu'il n'y a pas que Mélenchon de la France Insoumise. Moi je mets un billet sur François Ruffin, mais ça sera les prochains épisodes qui vont nous parler. Alors, on va passer au point suivant. Qui est le point du glyphosate. Alors qu'est-ce que c'est que le glyphosate, ce nom barbare un peu bizarre? C'est le nom d'une molécule qu'il y a dans un désherbant, dans un herbicide on dit exactement, très connu, extrêmement utilisé, qui s'appelle le Roundup, d'accord? Donc le Roundup, c'est une matière qui est très probablement cancérigène, il y a des études qui l'ont montré, c'est quelque chose qui pollue énormément, donc les agriculteurs, ça les rend malades. Il y a des plaintes qui ont été déposées par des familles d'agriculteurs, notamment par une femme qui a vu son mari mourir et qui accuse le glyphosate d'être responsable de ça. Il y a des pollutions dans l'eau, dans les nappes phréatiques. On en retrouve quasiment dans toutes les nappes phréatiques de France aujourd'hui. Ça devient compliqué de vivre sans. Ça se transpose aussi énormément par l'air. Et qu'est-ce qu'on a eu il y a 2 mois? On a eu le Monsanto Gate. Alors qu'est-ce que c'est que le Monsanto Gate? C'est qu'on s'est rendu compte que, incroyable, les lobbies existaient et qu'ils avaient préparé des notes qu'ils donnaient directement et aux députés européens et à diverses commissions pour leur faire dire des choses. Leur faire dire des choses. Ils le disaient. Il faisait pour des députés, mais aussi pour des scientifiques. Et donc il y avait des scientifiques qui étaient payés par Monsanto pour pouvoir écrire des notes et les diffuser et voilà, faire preuve d'autorité. C'est dramatique, c'est grave. On parle quand même de gens qui meurent, quoi, voilà. Et qu'est-ce qu'a fait notre gouvernement? Chose incroyable, rien du tout. Alors, un peu plus précisément, il y a eu un combat, on a vu un Nicolas Hulot qui a commencé à dire oui, c'est peut-être pas très bien, on va peut-être faire quelque chose, et puis finalement, on a encore repoussé de 3 ans le moment où on va stopper le glyphosate. J'ai vu un tweet de Mélenchon, donc là il faudrait que je reconfirme, mais disons que les socialistes français au Parlement européen auraient voté pour 5 ans, une extension de 5 ans du glyphosate, pour que ça reste encore en production.
Et en même temps, alors j'ai oublié le nom de la molécule en question, discrètement pendant qu'il y avait un débat sur le glyphosate, un autre pesticide qui tue les abeilles cette fois-ci a été autorisé sur le marché français. Donc là on voit bien deux choses. D'abord le recul de l'Europe, c'est-à-dire que l'Europe sur les questions fondamentales est incapable de prendre des décisions écologiques fortes. On a quand même un énième échec de cette Europe qui n'arrive pas à protéger les citoyens. Et deuxièmement, bon bah ça c'est le côté très à droite et très pro-lobby du gouvernement qui continue à soutenir Monsanto dans tous ses combats et qui n'arrive jamais à imposer, à dire non aux géants industriels. Un dernier point sur Monsanto, je vous rappelle que ça a été racheté par Bayer et donc il y a une grosse question, donc Bayer, géant chimique, pétrochimique, il y a une grosse question qui se pose sur toutes les accusations dont ils font preuve, de tous les procès qu'ils ont eu, notamment pour ces histoires de cancer qu'ils auraient peut-être amené. Si c'est racheté par Bayer, qu'est-ce qui se passe de toutes les plaintes qui sont mises contre Monsanto? Là, il y a une vraie question qui se pose et on attend un petit peu que l'Europe, quand elle va valider ce rachat, ou si elle valide ou si elle ne valide pas, suive l'affaire et ne se retourne pas sur la justice en disant que toutes les plaintes qui avaient été contre Monsanto sont abandonnées, puisque maintenant c'est Bayer qui n'a plus rien à voir. Non, déjà, il n'y aura pas ce genre de choses parce que Tu as confiance dans l'Europe, donc. Non, mais c'est pas ça, mais l'Europe, les pays européens, l'Europe, etc., l'Union européenne reste quand même une institution de droit et donc il n'y a pas ce genre de choses qui peut arriver. Alors, sur ce sujet qui est assez intéressant des pesticides de Monsanto, etc., il faut voir deux choses. D'abord, tu parles de l'Union européenne qui pourrait être coulante avec Bayer qui a racheté donc Monsanto. Ce qu'il faudrait bien voir, c'est que, premièrement, notamment sur le scandale donc, des émissions des véhicules donc allemands notamment qui avaient été truqués, on a vu que l'Europe, l'Allemagne, la France, etc. ont réagi de manière assez vive, donc il ne faut peut-être pas forcément dire que l'Allemagne assez vive, vraiment, ouais, serait par principe donc, une protectrice de ces entreprises-là. Ensuite, ce qu'il faut voir sur le glyphosate, c'est que c'est un sujet qui est très intéressant et que, alors déjà, il faudrait peut-être lever une petite ambiguïté. C'est que le brevet du glyphosate est tombé. Donc en fait, si un laboratoire trouvait une nouvelle molécule qui parvenait aux mêmes effets que le glyphosate sans avoir l'impact nocif sur l'environnement qu'elle a, ce laboratoire, c'est deux choses. Ce laboratoire se ferait beaucoup d'argent puisqu'il pourrait breveter la molécule. Non, mais là, il y a d'autres sociétés qui peuvent utiliser du glyphosate dans leurs produits, et donc il n'y a pas que Monsanto qui peut nous tuer. Il y a d'autres entreprises, donc c'est ça qui. Tout à fait. La fin de ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire attention avec les. Bon, comment dire, il n'y a pas forcément. Moi, je vais pas dire un complot parce que je sais que tu n'es pas dans ces théories-là, mais. Pas un complot, il y a un lobby qui est avéré, il y a des papers qui sont sortis, qui payent des scientifiques et qui payent des députés sur la question. Ça, les lobbies, effectivement, ça existe. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire attention parce que il n'y a pas, comment dire, si un laboratoire mettait au point une molécule qui parvenait à ces mêmes effets, ce laboratoire se ferait beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une vraie recherche dans la communauté scientifique d'une molécule qui arriverait aux mêmes effets. On est tous d'accord que les herbicides sont intéressants, importants et même essentiels pour beaucoup d'agriculteurs. Voilà. La question c'est, nous on veut des herbicides qui ne tuent pas, qui ne polluent pas. D'accord, bon ça c'est sûr, ça tout le monde veut ça en théorie, mais ce qu'il faut bien voir c'est que déjà il faut trouver une molécule de substitution. Non. Ce qui n'est pas forcément facile. On a le choix entre des gens qui meurent ou arrêter un truc. Attention, d'abord. Qui meurent, j'exagère. Voilà, mais d'abord, il faut bien voir les choses. C'est que déjà pour les consommateurs, on n'est pas sûr qu'il y ait un risque. S'il y a un risque, de toute façon, il se manifeste au bout de 40 ou 50 ans. Ça, c'est des choses qu'on connaît très bien. Le risque, il est assez avéré pour des exploitants. Moi, j'ai envie de dire une chose. Là, je vais faire un petit peu peut-être le libéral, le méchant, mais à partir du moment où ils ont la possibilité de faire du bio, par exemple, et qu'ils décident de faire de l'intensive, donc avec du glyphosate notamment, et qu'ils connaissent donc les risques qui sont encourus, moi j'ai envie de dire, voilà. Mais non, moi je suis pas d'accord avec cette vision-là, évidemment. Je pense que l'État doit protéger les citoyens. On pourrait utiliser du mercure dans les biberons, on pourrait utiliser plein de choses qui seraient rentables et qui feraient gagner plein d'argent à la France, faire travailler les enfants. Non, parce que le mercure tue en fait les gens directement. Oui, le glyphosate tue dans 40 ans et pollue sur combien d'années? Non, il tue peut-être dans 40 ans. Enfin, en tout cas, ce sont des sujets, voilà, il faut faire attention, il faut trouver des substitutions, il faut maintenir à la fois le revenu des agriculteurs et leur rendement. Enfin, c'est quand même des sujets qui sont extrêmement compliqués. Moi, c'est une seule chose que je veux dire par là, c'est que sur ce sujet qui est effectivement qui est assez inquiétant, moi je suis un petit peu l'avocat du diable, mais par exemple ce qu'il faut voir c'est que Hulot s'est dit on va interdire ça d'ici 3 ans.
bon voilà, c'est quelque chose à mon avis, c'est le temps de la réflexion, c'est prendre le temps de trouver des Il y substitutions. a déjà eu des réflexions, je crois que cette affaire dure depuis hyper longtemps. C'est vrai, Bon, mais c'est bref. prendre le temps aussi donc Allez. de trouver voilà, donc des méthodes substitutives. Donc on verra bien. En tout cas, moi je suis beaucoup moins noir que toi sur ce sujet-là. Très bien Mehdi. On passe au point suivant. Alors, donc on est sur les cartes blanches. Mehdi, tu veux nous parler du PSG Marseille? Oui, ça c'est une petite minute comme ça de détente parce que donc pour ceux qui ne le savent pas, je supporte l'OM. Je suis un grand supporter de l'OM vu que j'ai vécu à Marseille pendant plus de 16 ans. Donc simplement, bon pour ceux qui le savent, il y a eu le match Paris-Marseille, le grand match, etc. Du championnat de France. Le résultat a été de 2-2 alors que Paris est beaucoup plus fort que Marseille intrinsèquement. Pourtant, les Marseillais se sont bien battus, ils ont fait 2-2. Et notamment Neymar donc a fait un match qui était assez moyen, même s'il a marqué un but, il a été expulsé, etc. Alors, où je veux en venir, parce que ça n'est pas très politique. Bah oui, mais Là où je veux en venir, t'écoute. c'est que je trouve en fait que ce qui est assez intéressant, là je vais faire un petit peu de la politique sérieuse, c'est que pourquoi les Qataris ont acheté le Paris Saint-Germain, notamment comme une vitrine de leurs investissements, comme une vitrine pour montrer qu'ils sont des partenaires crédibles, des partenaires sérieux, qu'ils savent monter un business, etc. et le gérer. Et en fait, ils avaient commencé leur mandat, on va dire, de manière très intéressante, puisque pour ceux qui s'intéressent au foot, ils avaient fait l'inverse de ce qu'ont fait beaucoup de riches, notamment les Émirats Arabes Unis quand ils ont racheté Manchester City. C'est qu'au lieu d'aller chercher des grandes stars très chères, etc., ils ont recruté 2 personnes, Ancelotti, l'entraîneur, et Leonardo, le directeur sportif, qui sont donc des gens qui connaissent bien le foot et le milieu, et ils ont monté une équipe avec des stars, on va dire, moyennes, comme Verratti, Pastore et compagnie. Après, il y avait effectivement Ibra quand même en tant que tête de pont. Le business du foot, donc, où est-ce que tu veux en venir? Je vais en venir à l'idée qu'en fait, je trouve qu'avec leurs derniers achats, donc Neymar, Mbappé et compagnie, ils se sont, à mon avis, fourvoyés assez gravement, parce qu'ils ont acheté un joueur, notamment Neymar, qui est devenu plus grand que le club, qui maintenant fait un petit peu ce qu'il veut sur le terrain, n'est plus très collectif, et du coup ça s'en ressent sur le résultat de l'équipe. Mais dis, est-ce que tu voudrais nous dire quelque part que le libéralisme et la loi du marché ne fonctionneraient pas en toute occasion? Ah non, ça c'est évident, il n'y a pas besoin d'être macronien pour... très bien. Ça, il n'y a pas besoin d'être mélenchonien pour le savoir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que eux qui voulaient montrer qu'ils étaient des partenaires sérieux et crédibles, etc., ont commencé à faire les erreurs qu'ont fait beaucoup d'autres riches qui ont acheté des clubs de foot. C'est-à-dire qu'ils ont acheté comme ça un espèce de grand joueur, une espèce de grande marionnette, mais qui n'est pas très efficace pour le collectif. Et du coup, je trouve que leur réputation, comment dire... Leur habileté à gérer un business, que je trouvais assez impressionnante, on va dire, pour être honnête, il y a encore 2 ou 3 ans, pour moi elle commence un petit peu à s'en ressentir. Donc voilà. Très bien. Je note que l'argent et être riche ne permet pas d'avoir des meilleurs résultats. C'est quelque chose qui va me faire réfléchir. Moi, ma carte blanche, je vais être beaucoup plus court. 3 milliards d'euros en moins pour le secteur hospitalier avec la nouvelle réforme de la Sécu. On veut toujours continuer à baisser le coût de la sécurité sociale, quitte à ce qu'il y a des gens qui meurent. On sait que les médecins, les infirmières, les aides sociaux ne pas dire ça pas. Quand même. Mais c'est pas grave. Dans 40 ans, quand tu auras un cancer à cause du glyphosate, tu te souviendras de mes paroles, Mehdi. Tu peux quand même pas dire, qu'on baisse le budget de la Sécu. Ah si, on baisse le budget de la Sécu pour revenir à ce qu'on appelle à l'équilibre. On le baisse, mais pas quitte à ce qu'il y ait des gens qui meurent. Non, on va s'arrêter juste avant, t'inquiète pas. Ouais. Non, mais on va le baisser juste un peu pour le plaisir. Non, l'idée c'est de sauver la Sécu pour éviter que des gens meurent, justement. Mais vous vous rendez compte du discours? Il faut sauver la Sécu en mettant moins d'argent. Quelle blague. Bon, sur cette touche d'humour macronien, on va s'arrêter là. Et je crois que notre live Facebook a été un échec total, puisque nous avons depuis tout à l'heure une seule vue. Je vois qu'il y a des erreurs. On a 2 vues quand même. On va voir ça. À bientôt tout le monde.